Je préfère parler de séparatisme que de communautarisme. C'est ce qu'a répété Emmanuel Macron aujourd'hui à Mulhouse, où il entame une série de visites pour prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré. Alors, on va vous tenir au courant de ce qu'il va déclarer. Il doit prendre la parole. C'est une allocution, mais ce n'est pas encore le grand discours qu'il doit prononcer sur la question. Et c'est une des questions qu'on vous pose aujourd'hui. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron sur cette question? Attendez-vous des solutions? Alors, en attendant votre réponse, je vous propose d'écouter celle ce matin de Christian Jacob. C'était sur Europe 1. On n'attend pas que le président de la République fasse des phrases. On attend qu'il agisse. Or, aujourd'hui, d'action, il n'en a pas eu. Depuis 2 ans et demi, rien n'a été fait. Il a reporté ce discours combien de fois? La première fois qu'il en a parlé, c'était en janvier 2018, puis en juin 2018, puis en janvier 2019. Et tout ça pour arriver à dire, est-ce que c'est du communautarisme ou est-ce que c'est du séparatisme? Mais de qui se moque-t-on? Alors, Alexis, on parle beaucoup de sémantique ces dernières heures. Le terme séparatisme, qui a été utilisé par Emmanuel Macron, il avait été déjà dans le Figaro, il y a 1 an, par des intellectuels signataires d'un manifeste qui voulait mettre en garde contre ce phénomène. À l'époque, cet appel avait été jugé par le gouvernement exécutif. On avait dit que c'était pas bien parce que c'était stigmatisant. Je ne sais pas si le mot islamophobe avait été prononcé, mais enfin, c'était quand même vaguement l'idée. Donc bon, alors maintenant, on parle de séparatisme. Mais franchement, ces querelles sémantiques me paraissent un peu vaines. On va dire, oui, le séparatisme, c'est pas le communautarisme, parce que le communautarisme, on fait l'amalgame entre les communautés, tandis que le séparatisme, on va dire, on met en avant le caractère réel d'un certain nombre de menées islamistes dans dans des pans entiers du pays. Donc, le mot est mieux choisi. Mais en même temps, ça montre pas la démarche qui était aussi une démarche réelle, qui était une démarche pas uniquement de se séparer de la vie démocratique et républicaine. C'est une démarche de conquête, d'affirmer des idéaux. C'est pas que c'est vrai. Bon, enfin, là pour le coup, je pense que ces questions de mots, comme la question de savoir s'il faut traiter, parce qu'on nous a présenté, on a quand même entendu ça. C'était une grande avancée de dire que jusqu'à présent, Emmanuel Macron disait qu'il fallait traiter séparément les questions de laïcité, de communautarisme et de radicalisation, et que dorénavant, on allait les traiter ensemble. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faut dire, on fait quoi? Séparément, ensemble, mais pourquoi faire? Séparatisme, on peut appeler ça communautarisme, on peut appeler ça islamisme, on peut appeler ça tout ce qu'on veut, mais là encore, on fait quoi? Et nous dire que si la solution, c'est de dire on va remettre le CFCM au centre du jeu, parce que le CF est une institution formidable dont le vice-président explique que la jeune Mila n'a que ce qu'elle mérite, je ne vois pas très bien en quoi ça va arranger les choses. Non, le délégué général. Délégué général. Donc, moi, tant mieux, mais là, c'est vrai qu'il faut prendre des décisions, il faut faire des choses. Nicole nous dit, de toute façon, avec Macron, qu'on parle de séparatisme ou de communautarisme, c'est idem, c'est toujours des mots. Est-ce qu'il peut y avoir des solutions, Denis, à votre avis? Oui, moi je partage l'avis qui a été exprimé sur les mots. C'est comme enlever le nom de l'ENA. Enfin, j'ai l'impression qu'on se trompe un peu de cible. Et puis mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, pour reprendre la formule célèbre de Camus. Donc on a, me semble-t-il, 2 sujets. D'abord, on a un appareil légal et un ensemble, un édifice légal construit depuis la fin du XIXe siècle qui détermine les principes républicains. Il faut qu'on l'applique. La question numéro 1, c'est d'appliquer avec rigueur les règles républicaines. Prenez la liberté d'opinion. Le principe républicain, c'est que la liberté d'opinion, y compris la liberté d'opinion religieuse, existe. Donc on a le droit de confesser la religion qu'on veut, y compris dans l'espace public, mais on a aussi le droit de critiquer la religion. Et donc il faut qu'on rappelle, et quand le garde des Sceaux fait une telle erreur d'appréciation sur la loi républicaine, donc la première des choses, c'est d'appliquer, par exemple, dans le service public, on ne peut pas ne pas serrer la main. Un conducteur de la RATP n'a pas le droit de ne pas serrer la main d'une de ses collègues au motif que c'est une femme. Il y a un principe d'égalité des hommes et des femmes qui doit être appliqué. Donc, la première des choses à faire, c'est ça. C'est ce qu'a rappelé ce matin ici même Céline Pina. Un des premiers éléments, c'est aussi la responsabilité des élus dans le respect notamment de cet édifice que vous évoquez, qui est la loi de 1905. Quand on n'a pas cessé depuis 20 ans de distribuer des baux amphithéotiques, 99 ans, c'est ce que M. Delanoë a donné comme bail amphithéotique pour l'Institut des cultures de l'islam dans le 18e à Paris, qui a été condamné pour illégalité par de nombreuses juridictions, y compris le Conseil d'État, et pourtant qui est toujours là, avec des subventions publiques à n'en plus finir. Est-ce que je peux juste intervenir là-dessus? Parce que la loi républicaine, c'est aussi la possibilité pour les cultes de s'exercer. Et la question
d'offrir à nos compatriotes musulmans des lieux de culte doit être réglé. Mais si vous me permettez, je vais au bout de mon raisonnement. Donc, la loi républicaine. La loi républicaine, c'est le droit, la possibilité pour les cultes de s'exercer et pour les gens de librement confesser leur religion, mais c'est le droit aussi de les critiquer. Il faut qu'on soit très ferme là-dessus. Okay. La deuxième chose à faire, me semble-t-il, c'est une bataille. Mais la solution, ça consiste d'abord à ça, à faire appliquer partout la loi républicaine de manière stricte. Et la deuxième chose à faire, me semble-t-il, c'est une bataille intellectuelle, c'est une bataille idéologique pour reconquérir l'idée d'un terme qui aujourd'hui paraît désuet et presque contestable, de l'assimilation. Je pense qu'il faut qu'on en revienne aux vieux principes énoncés par Clermont-Tonnerre pour les Juifs au moment de leur émancipation à la Révolution française, tout aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation. Si les forces politiques démocratiques de ce pays, 1, appliquent rigoureusement la règle républicaine, et 2, rappellent chaque fois que nécessaire qu'en France, on n'est pas dans un pays de communautarisme, on a un idéal républicain qui fonde notre égalité, on aura fait un grand pas. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de compromis prétendument raisonnables avec ce communautarisme contre lequel il faut lutter. Bon, Barbara, je reviens sur ce que je dis. L'islam politique a une stratégie. Les frères musulmans, les salafistes, tout cet ensemble de la frérosphère qui agit en France depuis la fin des années 90, si elle a réussi à avoir l'influence grandissante qui est la sienne aujourd'hui, à développer cette industrie du halal, à généraliser le port du voile, de tous les stigmates de l'islam politique, c'est-à-dire à transformer une foi en une idéologie, c'est parce qu'elle a été systématiquement soutenue par un certain nombre d'élus, naïvement pour certains, moins naïvement pour d'autres, plutôt par clientélisme électoral, qui se cherchaient des interlocuteurs. Et effectivement, en général, les stratèges des frères musulmans, qui ne sont pas des gens qui viennent de la campagne, qui sont plutôt des gens éduqués, souvent diplômés, ont su utiliser les voies légales pour devenir les partenaires des élus et de l'État. Donc la responsabilité, c'est vraiment à l'État, aux élus, d'être aussi fermes que possible. Et moi, je suis désolée, les baux amphithéotiques, c'est terminé. 650 000 € de subvention publique à l'Institut des cultures de l'islam à Paris, dans le 18e. Excusez-moi, c'est de la subvention publique de la mairie de Paris, c'est anormal. 230 000 € à la fameuse mosquée An-Nour, qui n'est même pas encore finie de construire à Mulhouse. C'est la mairie de Mulhouse qui l'a donné. Donc, cet argent-là n'a pas à aller. Et la problématique aujourd'hui qui se pose par rapport à l'islam de France, Monsieur Macron Monsieur Castaner veut remettre le CFCM au centre, alors que M. Macron, lui, veut mettre l'AMIF au centre, l'Association des musulmans pour l'islam de France, dirigée par Hakim El Karoui pour sa branche culturelle et par Tarek Obrou pour sa branche cultuelle. On a là un repère, je ne parle pas de M. Hakim El Karoui, mais de l'ensemble des théologiens et des imams rassemblés, c'est un ensemble de frères musulmans défroqués. Est-ce que c'est cet islam-là de France que M. Macron nous prépare ? C'est pas parce qu'on a fait partie d'une famille écoutez, quand en tout cas vous avez collé un tract pour le Front National en 1975, ça vous poursuit encore jusqu'en 2020. Par contre, quand vous étiez frères musulmans il y a encore 4 ans, alors là, tout d'un coup, en 2020, ça ne compte plus. Non, moi je suis désolée, votre passé parle pour vous. M. Tarek Obrou, jusqu'à encore très peu, M. Bajrafil et bien d'autres qui sont, sans parler de Abdelhak Nabawi, chez qui M. Castaner vient rompre le jeûne du Ramadan. Tous ces gens-là sont des frères musulmans déclarés. Quand on connaît un peu l'histoire des frères musulmans, venir nous dire que c'était il y a 2 ans, mais maintenant c'est fini, qui peut croire à ces sornettes Juste une question, Denis. Dans ce que soulignait Barbara Lefebvre, par exemple, sur le cas de la mosquée Al-Nour, il y a un papier dans le Figaro aujourd'hui qui le raconte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus les subventions, on se rend compte que les fidèles, l'argent des fidèles ne suffit pas à construire des mosquées. Évident qu'on ne... Enfin, je veux dire, on ne peut pas, sinon on va alimenter la radicalisation. D'abord, quand les enquêtes d'opinion sur l'islam de France, sur les Français de confession musulmane, montrent que la partie vraiment radicale est, pour l'instant, minoritaire, et même très minoritaire. Moins chez les jeunes, mais en gros, c'est 25 à 30% de nos compatriotes. 30% quand même des jeunes musulmans français qui sont favorables à la création. Non, mais si vous ne respectez pas, moi je suis évidemment très favorable à l'application stricte de la loi républicaine. Mais si inversement vous ne respectez pas le droit à la liberté d'opinion religieuse pour nos seuls compatriotes musulmans, c'est-à-dire si vous les discriminez, et vous voyez bien que
les Juifs ont des synagogues, les Juifs sont présents sur le sol de France depuis le 1er siècle de notre ère. Les catholiques ont évidemment des églises. S'agissant d'une communauté qui n'a pas pu construire ces mosquées parce qu'ils n'étaient pas là... les construire maintenant. Très bien. Donc on ferait mieux d'aider. Parce que le problème, ce sont les mosquées cathédrales. La mosquée An-Nour, il lui manque 3 millions. Mais évidemment qu'avec une mosquée de 10 000 mètres carrés, ça ne va pas être les musulmans de Mulhouse qui vont pouvoir se la payer. Par contre, peut-être une mosquée à taille normale, plusieurs mosquées à taille humaine, justement, où on n'a pas cet effet de foule et de masse, ça a peut-être plus de sens. Vous vous rendez compte pourquoi est-ce que vous acceptez tranquillement à financer leur mosquée. Moi, j'ai été profondément touché par l'incendie de Notre-Dame. Pourquoi est-ce que diable les catholiques auraient le droit d'avoir une cathédrale, les Juifs auraient le droit d'avoir des temples. C'est pas une question de droit. Ce n'est pas aux contribuables français de payer pour les mosquées, ni pour les synagogues, ni pour les églises. Aujourd'hui, les Juifs, la communauté juive ou les chrétiens, n'importe qui s'organise, se finance pour payer ces vous savez très bien que les catholiques et les Juifs ont bénéficié de leur histoire et du fait qu'ils ont hérité de l'histoire passée des synagogues qui avaient été construites sous le régime précédent. D'autres se sont construites après la loi de 1905. De nombreuses synagogues ont été construites après la loi de 1905. Je trouve que il me semble que si on veut être rigoureux dans le combat contre le radicalisme islamique, contre les communautarismes, il faut qu'on soit généreux dans la possibilité offerte à nos compatriotes musulmans de confesser leur religion librement. Oui. Vous parlez tout à l'heure du voile. Moi, j'aime pas le voile, mais ils ont le droit de le porter. Entre confesser librement et le faire, et que cette expression de la religion soit subventionnée sur fonds publics, ce sont deux choses différentes. À la limite, moi, je ne pense pas que ce soit ni nécessaire ni souhaitable, mais à la limite, on pourrait l'envisager. Si l'on était sûr de ce que l'on finance, si l'on était sûr de ce qui se dit là où on le finance. Or, c'est le contraire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met des fonds publics, on se rend compte que... Et on a tout essayé, le CFCM, le conseil ceci, le conseil cela. À l'arrivée, ce sont toujours les plus radicaux qui l'emportent. Et à l'arrivée, on s'en rend compte. Personne n'a aucun contrôle sur ce qui est dit dans ces mosquées. C'est ça aujourd'hui les vrais sujets. Comment est-ce qu'on contrôle ce qui se dit dans ces mosquées ? Comment est-ce qu'on arrive à expulser un imam ? Il faut 15 ans pour en expulser un. Bernard Rougier, dans son enquête, a bien montré que parfois vous avez une mosquée où l'administration de la mosquée se passe très bien, mais ils acceptent de faire venir des prédicateurs itinérants et c'est par eux que passent toutes ces... Et sans parler des prêcheurs YouTube qui sont extrêmement... mais on ne le fait pas. On arrive plus vite à fermer un site internet d'un activiste russe que de fermer les prêcheurs YouTube. On donne de l'argent, on donne des subventions de façon directe ou indirecte, détournée, pour à l'arrivée n'avoir aucun contrôle sur rien et aucune sanction. Jamais, jamais, jamais. Car la moindre sanction est systématiquement, d'une part islamophobe, d'autre part sanctionnée par les tribunaux administratifs qui disent que c'est une enfreinte à ceci, à cela. Et le Conseil d'État, à 90 fois sur 100, annule les expulsions. Je voudrais qu'on pose, Fergan Azihari, vous n'avez pas encore parlé, et j'ai une question, alors là vraiment spécifiquement pour vous. Bruno Retailleau dit « Seul le retour de l'État déterminé pourra vaincre la fermeture de ces enclaves sur elles-mêmes ». Là, on ne parle même plus des mosquées, on parle notamment de ces quartiers de reconquête républicaine. Mais excusez, mais là, il faut quand même l'État par rapport à ça. Je ne suis pas convaincu qu'un combat idéologique doive s'appuyer en premier lieu sur l'État. Je parle de politique, là, je parle d'État. Non, mais moi, je parle de combat idéologique, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu que ce soit un combat politique en premier lieu. Et j'aime bien faire le parallèle avec un autre totalitarisme qui a longtemps plané sur nos têtes, c'est le totalitarisme communiste au XXe siècle. Et bien, quand ce totalitarisme planait sur nos têtes, et pas qu'un peu, puisque les grandes figures qui faisaient l'apologie de l'URSS et de Pol Pot avaient leur ronde serviette dans les grands médias et dans les grandes universités, eh bien, l'enjeu pour les intellectuels et partisans de la civilisation occidentale, l'enjeu pour les Raymond Aron, les Jean-François Revel et toutes ces figures-là, c'est de déconstruire ces idéologies sur le terrain, Pour vous, c'est ça la priorité ? Donc c'est un combat, à mon avis, qui doit appartenir au monde académique, médiatique, au monde de la culture, au monde... Et un combat qui doit être décomplexé, c'est-à-dire que s'il s'avère effectivement qu'une religion, l'islam radical ou l'islam tout court, s'il s'avère que cette religion est intrinsèquement viciée et incompatible avec notre civilisation, il faut être décomplexé avec l'idée de déconstruire cette religion en tant que telle, plutôt que de chercher à réformer l'irréformable. Une question, Charlie Hebdo, par exemple, a essayé de le faire à sa façon. Ils ont vu, vous avez vu le tribut qu'ils ont payé. Il y a un moment où il faut quand même de l'État, il faut quand même de
non ? Pourquoi faire en fait ? C'est pas un fonctionnaire. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse changer les cœurs et convertir les esprits à coup d'arrêtés ministériels, de décrets et de lois. Donc non, je pense que c'est pas facile effectivement. C'est un combat qui ne relève d'ailleurs pas que de la raison, c'est aussi beaucoup de séduction. Comment séduire toutes ces populations aux vertus de la civilisation occidentale ? Comment les amener à prendre une distance critique à l'égard de leur culte s'il s'avère que ce culte est en soi en fait incompatible avec notre civilisation ? Comment les amener à épouser l'apostasie s'il faut aller jusque-là ? C'est là un combat culturel qui ne relève pas, à mon avis, de la fonction publique d'un fonctionnaire ou des policiers dans les quartiers, parce que pour établir l'ordre, tout bêtement. Là, il s'agit de question sécuritaire, mais je me tout place ça vraiment sur le terrain idéologique. Oui, mais le sujet pour les gens qui vivent dans un certain nombre de quartiers, c'est pas des grandes querelles philosophiques, idéologiques. C'est au jour le jour la pression, d'une part, d'un islam fondamentaliste qui restreint leur espace de liberté, d'expression et qui devient une chape de plus en plus pesante, et d'autre part, des trafics, de la drogue, de la délinquance, etc. Et tout ça est mêlé. D'ailleurs, même Macron maintenant dit tout ça est mêlé, il faut qu'on le traite ensemble. Et bien pour ça, vous aurez toujours besoin d'un arsenal pénal et d'un arsenal sécuritaire. Il me semble aussi que si on acceptait de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est retenu à l'idée de dire les choses telles qu'elles sont, par la peur de stigmatiser l'ensemble de nos compatriotes musulmans. Et donc on n'ose pas dire qu'une bonne part des agressions homophobes, qu'une bonne part des agressions des jeunes filles dans les banlieues, que la totalité ou la quasi-totalité des actes antisémites sont le fait de cet islam radical. On est tétanisé à l'idée de l'accusation de l'islamophobie. Donc la première des choses à faire, c'est pour ça que je partage votre avis, la première des choses à faire, et le gouvernement doit donner l'exemple, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire de dire, il ne s'agit pas de stigmatiser l'ensemble des musulmans de France, car la majorité d'entre eux confessent calmement sa religion, mais il s'agit de dire clairement qu'une partie de nos ennemis aujourd'hui, d'incivilités graves et parfois de crimes, sont commis par ces islamistes radicaux et on doit les combattre. Je vous rappellerai quand même que depuis les années 2000, j'ai contribué à un livre, Les territoires perdus de la République. On était en 2002. Pierre-André Taguieff, la même année, et depuis a publié de nombreux ouvrages. On prêchait dans le désert, y compris dans les grandes tablées médiatiques de l'époque. Nous, on ne voulait pas nous écouter parce qu'on stigmatisait. Donc voilà. On recommandera donc Les territoires perdus de la République et on recommandera également le hors-série que le Figaro Enquête avait fait d'ailleurs sur le séparatisme islamiste. C'était il y a un an et qui est à retrouver sur le Figaro Store. La première chose à faire, nous dit Claudius, est de fermer les mosquées radicales. En dehors des discours, on attend des actes, nous dit Émile. Les églises ont été financées en leur temps par la population, dit Nicole, qu'on fasse de même pour les mosquées, qu'ils se financent eux-mêmes. Et Arcus Guy nous dit « Je n'attends rien, Macron s'est soumis, s'il parle, il n'agira jamais ». C'était la question d'ailleurs qu'on vous posait sur Twitter. Selon vous, Emmanuel Macron peut-il apporter des solutions pour contrer le séparatisme islamiste? Et en tout cas pour ceux qui ont répondu, vous êtes sceptique, 70% de non et 29% de oui, 30% de oui. Quelles sont les solutions que les partenaires sociaux vont trouver pour financer les 12 milliards de déficit pour les retraites? C'est l'objet de la conférence de financement qui s'est ouverte ce matin. Cette conférence de financement, elle a été consentie par le gouvernement et selon l'ancien ministre